Seconde partie de notre petite histoire de l'enseignement catholique avec Catherine Pagenot. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargée de mission au sein de l'enseignement catholique en Sarthe. Plus spécifiquement, vous êtes en charge du premier degré. On a vu, la semaine dernière, on est parti du VIe siècle, on est passé par Charlemagne, la Renaissance, la Révolution. On a vu une histoire de l'enseignement catholique où ça mêle vraiment public et privé, si tant est qu'on puisse parler de public et privé à l'époque. Et là, on va arriver à cette période assez troublée, la fin du XIXe siècle. Oui, tout à fait. J'espère qu'on va pouvoir raccrocher avec notre émission précédente, mais je pense qu'on peut écouter l'une sans devoir écouter l'autre, ou oui, ça donnera envie d'aller écouter la précédente. La première est en podcast, comme celle-ci d'ailleurs, sur notre site rcf.fr à l'onglet Club Radio. Donc, pour l'enseignement catholique, là, on va repartir de la moitié du XIXe siècle. Monseigneur Dupanloup présente une loi qui sera adoptée, et c'est ce qui créera les instituts supérieurs catholiques, appelés les universités catholiques. On parle plus d'instituts. Ensuite, vous êtes sans savoir que certains noms vont davantage vous parler. On arrive à Jules Ferry. De 1869 à 1885, Jules Ferry déploie les lois scolaires qui institutionnalisa l'instruction obligatoire et gratuite en France. Les enfants pouvaient donc être scolarisés soit dans une école catholique, soit dans une école publique. Et l'autorisation de l'instruction en famille existait bien sûr à cette époque. La nouveauté, c'est que c'est obligatoire. Oui. Alors, c'est pas parce que c'était obligatoire que c'était réel, mais c'était obligatoire. Il y avait encore des enfants qui n'allaient pas à l'école, mais elle était obligatoire. Ça va durer d'ailleurs même une partie du XXe siècle. Oui, parce qu'au début du XXe siècle, c'était très irrégulier. Il y avait des enfants qui n'allaient pas encore à l'école, il y avait des enfants qui restaient au champ ou qui n'allaient à l'école que quelques années pour apprendre les rudiments, mais c'est vrai qu'elle avait beau être obligatoire, c'était pas toujours exercé partout. On continue après Jules Ferry. Non, il insista sur la laïcisation du corps enseignant. On a parlé les hussards de la République, ces instituteurs les fameux hussards noirs formés dans les écoles normales. Sous la troisième. Ouais. Les religieux durent quitter donc toutes les écoles publiques, bien sûr, et les bâtiments ne pouvaient plus afficher aucun signe religieux. C'est à l'époque la neutralité des bâtiments et des enseignants. Et à la suite de tout ça, on arriva à cette fameuse loi de 1905, la loi dite de séparation de l'Église et de l'État. Dont on parle beaucoup sur beaucoup de sujets. Et ça ranima quand même un peu quelques tensions. Juste avant la Première Guerre mondiale, l'enseignement catholique scolarisait 20% des enfants français, ce qui est resté un siècle plus tard, toujours la même proportion. L'enseignement catholique en France, même si c'est très inégal d'un territoire à l'autre, scolarise 20% des élèves français. Et c'est déjà le cas en 1905. Et en 1912, là. 1912, le repère qu'on a, c'est 1912. C'est assez amusant. Bien sûr, la population a augmenté, mais la proportion reste la même. Donc la déclaration de guerre de 14 appelle à l'union sacrée. L'enseignement catholique poursuivit sa mission et l'école publique était, elle, l'école sans Dieu. Le régime de Vichy revint en arrière avec la réintroduction des crucifix à l'école publique et l'introduction dans les programmes de valeurs spirituelles, de travail sur la patrie et sur la civilisation chrétienne. Et des financements furent accordés à l'enseignement libre. À la fin de la guerre, en 1945, l'Assemblée constituante supprima toute subvention à l'enseignement libre. J'insiste, c'est très important. La question du financement se posa de façon urgente. C'est dans ce contexte que survint la loi Debré de 1959. La loi Debré, on va s'attarder, si vous voulez bien, quelques instants sur le contexte. C'est-à-dire, avant de parler de la loi en elle-même de 1959, donc c'est le début du premier mandat du général de Gaulle, vous nous disiez que, en préparant cette émission, et je dévoile un peu les coulisses, qu'à ce moment-là, l'enseignement catholique, il est un peu en déliquescence. Oui. L'enseignement catholique, il est très fragile puisque depuis quelques années, ne reçoit plus, depuis la fin de la guerre, plus d'argent par l'État. Donc la loi Debré, le contexte, c'est que les écoles catholiques les établissements, écoles, collèges, ne reçoivent plus d'argent de l'État. Qu'est-ce qui se passe ? Quand c'est des congrégations religieuses, vous savez, il y a des congrégations enseignantes, mais il y a des congrégations mixtes. Quand il y a des sœurs qui vont travailler à l'hôpital, elles reçoivent un salaire de l'hôpital. Sauf que les enseignants sont pas payés. Et que même si on est avant mai 68 et c'est pas encore trop la crise des vocations, malgré tout, on manque d'enseignants. On avait beaucoup de religieux et religieuses, des prêtres, ils n'avaient plus le temps d'aller enseigner dans les écoles. Donc l'enseignement catholique était confronté à cette question. On n'a plus d'adultes enseignants en nombre suffisant pour enseigner à nos enfants.
Même si il y avait quelques... Moi, j'ai été de la génération où j'ai connu des gens qui témoignaient. Moi, avant de me marier, je suis allée faire la classe, je suis allée faire l'école. Disaient des gens, oui, elles avaient 18 ans, il leur suffisait d'avoir un brevet d'études. Elles allaient faire la classe un an ou deux avant de se marier, mais elles n'étaient pas payées. Je reviendrai sur cette question parce qu'il y a des petites anecdotes intéressantes. Oui. Ouais. Du côté de l'État, c'était aussi un problème parce que on est dans la France de l'après-guerre et du baby-boom. Le baby-boom... Beaucoup d'enfants. Oui, beaucoup d'enfants. Les sociologues vous disent que le baby-boom, il est jusqu'en 1963. Donc ça veut dire que les familles ont un nombre croissant d'enfants. L'enseignement public est dans l'incapacité de scolariser tous les enfants français. Le tout dans un pays en pleine reconstruction. Voilà. Donc d'un côté, l'enseignement catholique ne peut plus survivre avec des maîtres qui sont pas payés. L'enseignement public ne peut pas accueillir tous les enfants français. C'est dans ce contexte-là qu'arrive la loi Debré. Il fallait trouver une solution pour contractualiser les relations entre l'État et l'enseignement catholique. Je pense qu'aujourd'hui, l'enseignement catholique n'existerait plus s'il n'y avait pas eu la loi Debré, parce qu'on ne pouvait pas avoir des adultes qui travaillaient sans être payés. Alors moi, je vous raconte, parce que j'étais chef d'établissement pendant un moment, et les plus anciens Sartois ont peut-être connu le père Joulivet, qui est décédé à une centaine d'années, et que j'ai connu, moi, quand j'étais chef d'établissement à Écomois. Le père Joulivet me racontait des anecdotes, puisque à l'école Saint-Martin d'Écomois, avec l'accent sartois, ça donnait avec les institutrices de l'école Saint-Martin, elles n'étaient point payées. Alors qu'est-ce qui se passait ? Il m'expliquait que 2 fois par an, à la quête du dimanche, il disait aux paroissiens d'Écomois, le produit de la quête sera pour payer les enseignants de l'école. Et sinon, comment les enseignants étaient payés ? Soit les enseignantes restaient chez leurs parents avant de se marier, comme je vous expliquais, soit les parents apportaient du bois pour mettre dans le poêle à bois, un poulet, des pommes de terre, et on vivait chichement à cette époque-là. Ce qui était peut-être difficile, alors moi j'étais pas encore née en 59, ce qui était peut-être encore supportable et difficile, on sait bien que ça ne pouvait pas durer. Donc on survivait, quoi. On survivait, puis tout... On n'était pas encore rentré dans la... Même si vous parlez des 30 Glorieuses et de la société... C'était que le début. Ouais, on n'était pas encore dans une société de consommation. Redressement économique, c'est à partir de milieu années 50. Ouais, c'est ça. D'abord, il y a tout à reconstruire. Oui, il y a tout à reconstruire. Et puis les gens, ils vivaient chichement. On avait encore les toilettes à l'extérieur, à l'école, aussi bien à l'école que dans les maisons. On parlait pas de loisirs payants, on était dans une autre vie. Mais malgré tout, on savait que l'école catholique ne pouvait pas perdurer puisque il fallait faire autrement. Donc c'est cette loi qui est très importante et qui nous régit toujours, qui a contractualisé les liens entre l'enseignement catholique et l'État. Et donc, cette loi Debré, en quoi elle légalise ? Alors, 1, les enseignants dans l'enseignement catholique sont payés par l'État. 2, ça a donné quelques devoirs aussi du côté de l'enseignement catholique. Les enseignants respectent les programmes de l'éducation nationale. Moi, j'aime à dire que l'enseignement catholique est un service associé au service public d'éducation. Donc, respect des programmes, respect des horaires. Une semaine d'école, c'est tant d'heures en collège, tant d'heures en école, tant d'heures en lycée, c'est respecté. Les enseignants ont alors on parle plus d'inspection, on parle maintenant de PPCR, de parcours professionnel, carrière et rémunération. Donc les enseignants ont des rendez-vous carrière avec les enseignants, avec les inspecteurs de l'éducation nationale. Ils ont les mêmes grilles de salaire, les mêmes échelons et ils progressent de la même façon. Donc ça, c'est aussi une garantie pour les parents qui confient leurs enfants à des écoles qui sont en contrat avec l'État. Grille de salaire, c'est légèrement différent par rapport au taux d'imposition, il me semble. Grille de salaire, je crois, on est imposé par rapport à son salaire. Donc on a les mêmes grilles de salaire. Je crois que dans l'enseignement privé, on gagne très légèrement un petit peu moins. Oui, je vais vous dire pourquoi. Voilà. De par la loi 106 de 2005, la prévoyance est prélevée à la source. Mais sinon, on a les mêmes salaires. Même salaire, même programme, tout pareil. Ouais. Alors après, il y a des petites différences. On est à la sécurité sociale dans l'enseignement catholique. Les enseignants du public sont à la MGEN. Il y a une autre différence qui est assez injuste, c'est au niveau de la retraite. Quand vous prenez votre retraite dans l'enseignement public, vous avez le régime de fonctionnaire. Et dans l'enseignement catholique, associé au service public,
on est au régime sécurité sociale de tout salarié et la retraite est calculée sur les 25 meilleures années. C'est un petit peu injuste, c'est un petit peu gommé par la loi Sancy. Il y a un régime de retraite additionnelle qui est créé depuis 2005, mais ça reste une petite injustice pour les enseignants. Alors quand on veut nous faire croire que dans l'enseignement catholique, on a tous les avantages, non, on a quelques inconvénients quand on est enseignant. Mais après, l'enseignement catholique est l'enseignement choisi aussi bien par les parents que par les profs. Et moi qui suis à la fin de ma carrière professionnelle, je re-signerai à 100% pour l'enseignement catholique car je suis heureuse et fière de travailler dans un secteur, dans un projet éducatif avec des valeurs chrétiennes, référé à l'évangile et le bonheur de faire grandir les jeunes et travailler avec des adultes en ayant un sens chrétien. Pour moi, c'est essentiel. Ça donne du sens à ma vie. Et dans ma profession, je suis en cohérence avec mes valeurs personnelles. Et donc, ce projet éducatif en lien avec les valeurs chrétiennes que vous avez aimé faire, que vous aimez encore faire d'ailleurs au quotidien, après la loi Debré, Il n'y a pas d'autre loi. Il y a eu une tentative. Oui, alors ce qui a été terrible, mais bon, on va pas rappeler les mauvais souvenirs, c'est sous le gouvernement de François Mitterrand en 81. C'est vrai que l'arrivée des socialistes a pu être effrayant pour un certain nombre de gens, surtout quand Mitterrand a vu son ministre de l'Éducation vouloir faire une loi qui assimilait l'enseignement catholique à l'enseignement public. Moi, j'étais étudiante à cette époque-là. J'ai fait partie des manifestations de Bordeaux parce que j'habitais pas à la région, mais je suis allée à Bordeaux et à Paris sur le parvis de la gare Montparnasse. Certains auditeurs s'en souviendront. Oh, c'est des beaux souvenirs, apparemment. Oui, tout à fait. L'école libre vivra. Et c'était la loi Savary, pour resituer. C'était la loi Savary et François Mitterrand a fait démissionner son ministre d'éducation quand il a compris, à la mobilisation. Ah bah bien sûr, 1 million de personnes dans Paris. Je vous signale que presque 40 ans après, il y a encore énormément de chroniqueurs et de journalistes qui font référence à cette manifestation parisienne. Il n'y a pas beaucoup de manifestations qui a rassemblé. Ça m'est arrivé d'en faire à cette antenne, je préfère vous dire. Voilà. Peu de manifestations ont rassemblé plus d'1 million de personnes à Paris. Hein. Ça reste marqué dans l'histoire. Cette école libre vivra a été un slogan, alors qu'on dit plus beaucoup école libre maintenant, on parle d'école catholique, mais même des gens profondément laïcs ont manifesté parce que pour eux, attaquer la liberté d'enseignement, c'est comme attaquer la liberté de presse. Et même des gens qui n'étaient pas favorables à l'enseignement catholique, ils ont soutenu ce mouvement car on touchait à des libertés et ça ils n'acceptaient pas. Donc le ministre Savary a démissionné, l'assimilation a été boutée hors de la France et on est resté à la loi Debré. Ouais, on est resté à la loi Debré qui, bon an mal an, ont bien régulé les rapports entre l'enseignement public et l'enseignement catholique. Je pense que les tensions s'apaisent. On n'est pas forcément vu comme un système concurrent. On est associé au service public. Alors certains nous reprochent de ne pas avoir de carte scolaire, donc on peut inscrire qui on veut. Un côté parfois élitiste. Ouais, alors on aura l'occasion d'en reparler. On reparlera des mixités sociales et ça scolaires. sera le sujet d'une autre émission. Tout à fait. Et d'ailleurs, on vient de finir cette deuxième et dernière émission sur la petite histoire de l'enseignement catholique, donc à retrouver en podcast sur le site rcf.fr à l'onglet Sarthe et ensuite à l'onglet Club Radio. On se retrouve bientôt au micro, Catherine Pagenaud. Avec plaisir. Merci.